on avance un petit peu dans le funnel, hein. On a parlé d'acquisition de leads en inbound, en outbound. On va parler un peu plus de comment structurer une équipe sales. Il y a pas mal de choses. J'ai essayé d'organiser ça, mais il y a quand même des trucs un petit peu dans tous les sens. Parce que j'ai pris des tips de plusieurs équipes différentes. Parce qu'il y a différents modèles de pitch dans les différentes équipes chez Google. Et je me suis inspiré aussi de certaines choses chez les agences. Mais ce qui m'a marqué, c'est que globalement, les équipes commerciales qui fonctionnaient les mieux, c'était celles où il y avait une vraie structure, une vraie méthodologie. Et c'est là-dessus que je vais insister. Au final, comme l'a dit Lionel en intro tout à l'heure, en fait, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui a une méthode. Les bons sales, c'est pas Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street qui est génial dès qu'il pitch un gars, c'est vraiment une structure. Donc j'ai pas mal de data pour montrer un peu ça. Et je vais vous montrer, nous, comment est-ce qu'on pilote ça chez Google, puisqu'on ne recrute pas des Leonardo DiCaprio. On cherche des consultants, des mecs qui sont vraiment bons en digital, qui comprennent le métier, qui comprennent les enjeux des annonceurs, et on leur donne cette patte, cet aspect sales et cette structure. Donc j'ai pris des exemples. Alors, est-ce qu'il y a forcément des gens qui apprécient le foot ici? Pas trop? Ok. Pas le Barcelone, bon. Moi, honnêtement, j'y connais rien, mais j'ai demandé à des footeux de mon équipe, ils m'ont dit que c'était effectivement un bon cas d'école. J'ai pris l'exemple de deux équipes qui, objectivement, fonctionnent bien. Voilà, même si tu n'es pas trop fan. Et donc, on a un petit peu creusé. En gros, donc, le FC Barcelone, d'après ce que j'ai compris, ils ont créé un centre de formation. Ils ont importé un style qui s'appelait le Total Football. Et ils ont dominé pendant très longtemps. Et on peut estimer qu'ils dominent encore pas mal de championnats parce qu'ils ont une méthode qui s'appelle le tiki-taka. Voilà, donc apparemment, c'est un style de jeu où chaque joueur sait exactement quel est son rôle. Ça se passe, il y a beaucoup de passes impliquées dans le jeu. Et en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir que des joueurs brillants, mais ils ont une méthode qui fait qu'ils fonctionnent extrêmement bien. Deuxième exemple, c'est les All Blacks. Voilà, j'ai pris rugby et foot, donc je me suis dit que ça devrait convenir à peu près à tout le monde. Les All Blacks, pourquoi est-ce qu'ils sont systématiquement bons? Ils ont une connaissance parfaite de tous les gestes de base. Ils ont pas, en France, on parle du French flair. Voilà, on a des éclats pendant certains matchs, on va être brillant. Et pendant le reste du championnat, on va faire un peu n'importe quoi. Les All Blacks, c'est un peu l'inverse. Ils ont vraiment une méthodologie qui est hyper carrée et tous les gestes de base sont appliqués parfaitement. Nous, c'est ce qu'on demande un peu à nos sales. On ne leur demande pas d'être un génie du pitch, d'avoir des éclats brillants en rendez-vous client, mais d'avoir une méthode et de maîtriser parfaitement tous les petits détails de cette méthode. Donc, je vais essayer de vous en communiquer un maximum. Le cycle de vente en B2B, il a pas mal changé. En fait, on se rend compte qu'il s'est raccourci. Et il a beaucoup changé parce que, d'une part, les annonceurs, en fait, vont, comme sur la plupart des business, au final, les annonceurs sont beaucoup plus éduqués avant de nous rencontrer. Et du coup, au moment où ils nous rencontrent, ils ne veulent pas juste quelqu'un qui va leur dire bah, « mon produit, il est génial parce que X, Y, Z ». Ils connaissent déjà très souvent les produits. Par contre, ils veulent qu'on les guide un peu plus sur les dernières étapes de leur décision. D'accord ? Et du coup, ce qu'ils recherchent, ce n'est pas forcément un bon commercial, mais c'est un bon consultant, un bon technicien, quelqu'un qui va vraiment comprendre leurs enjeux, leurs problématiques et appliquer la solution technique ou la stratégie à leurs propres enjeux. Et du coup, aujourd'hui, dans la plupart des équipes commerciales, on a un gap parce qu'on a souvent des sales qui sont très sales, d'accord ? C'est pas péjoratif, mais ils ont vraiment ces skills-là. Ils savent prospecter, ils savent encaisser quelqu'un qui va leur dire non. Mais par contre, ils ont moins de bagages techniques, ils vont avoir du mal à rencontrer la demande de l'annonceur. J'ai rencontré beaucoup d'annonceurs qui me disaient j'ai rencontré telle agence, il essayait juste de me vendre son truc. C'est une phrase très très courante. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que nos sales, ils essaient pas de vendre un truc, ils aient une valeur ajoutée pour l'annonceur. D'accord ? Et du coup, typiquement, nos sales, nous, on les forme énormément sur les produits puisqu'on veut que ce soit des consultants et pas des vendeurs. Okay ? Aujourd'hui, on vend des plans médias, des stratégies. On ne vend pas des aspirateurs. Et du coup, un annonceur, quand il nous rencontre, il espère qu'on va lui apporter quelque chose qu'il ne connaît pas déjà. Et c'est ça le gap qu'on doit essayer de closer aujourd'hui dans nos équipes commerciales. Je reviens sur la structure.
Donc ça, c'est une étude de Rain. En fait, bon, le graphique n'est pas très clair, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Ils ont fait une classification de différentes équipes commerciales et ils ont essayé de voir lesquelles étaient les plus structurées. D'accord ? Donc World Class, ces équipes commerciales qui sont extrêmement structurées. Managées un petit peu moins, définies un petit peu moins, émergent et ad hoc, j'ai zéro structure. Okay ? Et en fait, on se rend compte que sur les équipes qui sont structurées, il y a beaucoup plus de top performers que de reste. En fait, en donnant une structure à une équipe, on ne va pas forcément l'homogénéiser et du coup diminuer le niveau des meilleurs, mais au contraire, on va permettre aux meilleurs d'encore plus sortir du lot. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir des équipes qui vont pouvoir aller chercher beaucoup plus de business. Okay ? Donc, la structure est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Les sales, moi j'en vois quand on a des sales qui sont un peu seniors qui disent non mais pour moi ta méthode ça marche pas. C'est pas vrai en fait. Y compris avec des sales seniors, il y a des techniques, il y a des structures qui vont leur permettre au contraire de surperformer. Ça il faut vraiment le garder en tête. Et du coup, ces équipes de vente, qu'est-ce qu'elles font plus que les autres ? Quelques verbatims. Notre process de vente consiste à aller chercher un maximum de valeur pour nos clients. Nos process de vente s'alignent sur la façon dont les consommateurs préfèrent acheter nos services. Nos process de vente sont axés sur nos clients et correspondent au processus d'achat de nos acheteurs. Bon, je pense que vous avez vu un peu le dénominateur commun de chacun de ces verbatims. On parle toujours du client. À aucun moment, ils ont dit bah, « nous, on est les meilleurs parce qu'on a la meilleure formation, parce que, je ne sais pas, on a la meilleure technologie. » À chaque fois, c'est parce qu'on se concentre sur le client. C'est un peu vu et revu comme phrase, mais pour le coup, les meilleures équipes sont vraiment celles qui pensent « customer first ». Et en pensant d'abord au client, c'est comme ça qu'ils vont avoir de meilleurs perfs. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui vendent en hard selling. Si on essaie de faire un résumé un peu des compétences des sales en B2B. En gros, on fait ce petit diagramme de Venn où on se rend compte que c'est important de savoir comment vendre, les techniques de vente, savoir connaître le produit et connaître le marché. Et du coup, les meilleurs sont ceux qui ont les skills du milieu. Généralement, connaître le produit, nous, vu qu'on vous accompagne, on vous accompagne sur cette partie-là. Toute la partie AdWords, en plus, il y a beaucoup de contenu en ligne. Je reparle de la Online Academy, je me fais un petit coup de pub. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui nous permettent et qui vous permettent de former vos sales pour que ce soit des experts sur le marketing digital, sur le SEM, sur tous ces sujets qui vont vraiment avoir une valeur ajoutée pour l'annonceur. Connaître le marché, ça, nous, on vous aide également, comme l'a présenté Lionel tout à l'heure, dans le cadre du programme Partners, quand vous allez rencontrer des prospects, vous faites des événements. Si c'est des événements qui sont organisés par Vertical, nous, on peut vous donner des insights sur l'industrie, sur le marché, que ce soit en digital ou en offline. Et enfin, savoir comment vendre. Ça, c'est toutes les techniques qu'on va voir juste après. Quelques citations qui viennent du coup, Harvard Business School. Pour vous donner un petit peu de relief, tu as 92% des clients qui pensent que les produits similaires sont interchangeables. Ensuite, on a seulement 13% des personnes qui achètent en fonction d'un prix. Autrement dit, la plupart n'achètent pas en fonction d'un prix. Troisième point, la plupart des clients satisfaits n'ont aucune considération pour le programme de fidélité. Je résume les trois, je vais revenir dessus. Le premier, en gros, les produits interchangeables. Les produits similaires, j'estime qu'ils sont interchangeables. Autrement dit, entre deux agences qui me proposent exactement la même prestation sur AdWords, je vais avoir aucun moyen de faire la différence entre les deux. On revient sur ce qu'on s'est dit ce matin, il faut avoir une autre valeur ajoutée que celle que font tous nos concurrents. Ensuite, le prix, au final, pour moi, n'a pas beaucoup d'importance. J'ai beaucoup d'agences avec lesquelles je dialogue qui me disent que face aux freelances qui font des prestations beaucoup moins chères, ils ont l'impression que le marché il a tendance à s'éroder. En fait, quand on pose la question aux annonceurs, ce n'est pas vraiment une question de prix. C'est juste qu'ils veulent avoir un service en plus que le service de base. Et je reprends la troisième citation. En fait, un annonceur qui va travailler avec une agence, et c'est le cas de n'importe quel client B2B, son minimum d'attente, c'est que vous fassiez bien votre travail. Et du coup, bien faire son travail, ça ne suffira jamais. Parce qu'on peut se dire que toutes les agences, j'espère en tout cas, font bien leur boulot.
En fait, le niveau d'attente des annonceurs et de tous les acheteurs B2B, c'est que leurs prestataires, leur agence, leur data provider, n'importe quoi, leur fournissent quelque chose en plus que ce qu'ils attendaient à la base. Je reviens sur ce qu'on a vu ce matin avec le T-shape où on parlait des compétences, des leviers à proposer en plus de votre truc principal. C'est ça qui va faire la différence avec un annonceur et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir le fidéliser. Donc, en fait, on ne peut pas se contenter de promouvoir, de parler de choses qu'on sait bien faire. Il faut toujours en faire plus. D'accord ? Après, à vous de trouver là où vous êtes les meilleurs. Donc, le processus de vente, il est axé à la base, hein, ça c'est un schéma très très classique, il est vraiment axé sur la logique du sales qui dit bah, moi je vais identifier des prospects, après une fois qu'ils sont chauds, donc on se rapproche un peu de leur saisonnalité, je vais les engager, je vais les pitcher et je vais les closer. D'accord ? Truc assez classique. Et du coup, vous voyez les deux axes qui se rapprochent. Donc prospects, il y en a beaucoup. Donc là, moi, il y en a peu parmi tous les prospects pour lesquels je vais avoir une proposition de valeur pertinente. Et plus on se rapproche de la conversion, bah, quand on se rapproche et que du coup on est aligné, ça veut dire que j'ai identifié les prospects pour lesquels je peux matcher. D'accord ? Truc assez classique. Aujourd'hui, la logique, ça ne va pas être de se baser sur le processus de vente, mais plutôt de se baser sur le processus client. Okay ? Et il y a un gap en fait entre les deux. Donc on parle du modèle sales-centric et du modèle buyer-centric ou customer-centric. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les compétences de sales, le closing, gérer les objections, qualifier un lead, etc. Les attentes des annonceurs, ils ne s'attendent pas à ce qu'un sales sache gérer les objections. Ils veulent qu'ils puissent répondre à leurs questions. Et du coup, tout ce qu'on fait, nous, en termes de formation commerciale, on doit le baser sur les attentes de l'annonceur. Donc, je veux qu'il m'aide à prendre ma décision. Donc, si on vend de l'AdWords, on doit savoir pourquoi est-ce que AdWords serait plus efficace que Facebook dans tel cas de figure. D'accord ? On ne doit pas savoir dire bah, Facebook, c'est pas bien parce que AdWords, c'est mieux. C'est vraiment pas ça les attentes de l'annonceur. Je schématise, mais c'est des situations que je rencontre. Assister dans la sélection, diagnostiquer, bien comprendre les enjeux, le business model, la logique de l'annonceur et de notre point de contact au sein de l'annonceur. Ça, c'est des choses qu'on doit comprendre pour pouvoir leur proposer le bon produit, la bonne solution. Et c'est comme ça que la vente va se faire. Donc, toujours partir du process d'achat client, qui au final match plus ou moins, mais il y a un léger décalage, le process classique sales, lead préqualifié, etc. Donc, si on part de ce process client, la première étape, ça va être l'awareness. L'awareness, c'est des choses qu'on va pouvoir adresser avec toute la stratégie d'inbound dont on a parlé ce matin. Okay ? Au lieu d'essayer de vendre un produit ou une solution à quelqu'un, il faut qu'on fasse émerger cette problématique. Donc, ça passe par de l'éducation. Il y a un moment où l'annonceur va se dire « Ok, en fait, c'est vrai que j'ai tel problème qui est assez récurrent. Est-ce qu'il y a une solution ou une entreprise qui va pouvoir me permettre d'adresser ce problème ?» Il va regarder. Encore une fois, d'où l'importance de faire du SEA et du SEO. Et ensuite, je vais passer sur la phase de sélection. Je vais rencontrer différents prestataires. C'est là où nous, on rencontre le client. Et après, lui, il va faire son choix. Et c'est à ce moment-là qu'on close. D'accord ? Donc, c'est un peu la même logique, sauf qu'on ne part pas de nous, des étapes de j'ai tant de leads dans tel statut et il faut que je fasse telle étape pour les passer dans l'autre. On va passer du cycle de décision client. Essayez de vous souvenir un peu le dernier rendez-vous que vous avez fait avec un annonceur, c'est exactement ce qu'on leur dit. On leur dit, bah, vos prospects, c'est qui ? C'est quoi les utilisateurs que vous voulez cibler ? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Donnez-moi leur persona type et on va voir à quel moment on va pouvoir les adresser. Mais en fait, nous, il faut qu'on fasse la même chose avec nos prospects. Donc, quelques petites phrases pour illustrer ça. J'ai un problème, aidez-moi à vous trouver. Je vais rechercher comment le régler. Je vais me renseigner avant d'avoir des commerciaux qui vont m'appeler parce que après, je vais me sentir un peu sous pression. Je vais avoir une conversation, je vais avoir quelqu'un qui va me guider dans cette décision et je vais pouvoir prendre ma décision finalement. Et donc, pour ça, il faut structurer un schéma qui va être vraiment solide et organisé avec une partie d'inbound qui va me permettre d'identifier des leads, une partie d'éducation, on reste encore dans l'inbound,
Et après, j'ai alors mon équipe sales qui va sélectionner ces annonceurs, les pitcher, et ceux que je vais closer vont partir, du coup, vont être onboardés chez moi et j'espère rester chez moi le plus longtemps possible. Okay. Et la question qu'on se pose, c'est je comprends qu'il y a toutes ces étapes, mais comment est-ce que je peux savoir si ça fonctionne, si j'ai bien X annonceurs qui sont dans telle étape, qui vont passer à telle étape, etc. Donc, comment je résume mon funnel? On peut se fixer plein de KPI. On en a parlé tout à l'heure en atelier quand on parlait d'inbound, et j'en ai parlé un petit peu ce midi. On a un peu du mal à évaluer quel levier fonctionne le mieux, etc. Il faut se fixer des KPI et s'assurer qu'on a une donnée qui soit relativement unifiée à toutes ces étapes. Okay, donc prospect, je vais travailler ma notoriété pour être visible. Au moment où il se pose des questions, je vais me fixer différents KPI, assez classiques, combien de personnes viennent sur mon blog, combien s'inscrivent à une newsletter. Je vais les éduquer, livre blanc, webinar, événements. Une entreprise qui essaie de faire beaucoup ça, c'est Google. Vous vous rendez compte que quand on fait des événements avec des annonceurs ou même avec des agences, on a toujours la même structure. On ne va jamais commencer un événement, on disait venez acheter AdWords, c'est génial. On va dire voilà les tendances de l'industrie ou globalement du digital, on éduque et après on explique comment est-ce que les solutions qu'on peut apporter permettent d'adresser ces problématiques-là. C'est exactement la même structure de pitch qu'on essaie d'avoir avec tous nos annonceurs. Éducation, et après on va voir les annonceurs qui ont été éduqués, comment est-ce qu'on peut les transformer. Ok? C'est un peu théorique, hein, mais j'espère que vous me suivez. Et donc à chaque fois, on se fixe des KPI très réguliers. Ça, typiquement, nous, ces indicateurs-là, c'est des choses qu'on mesure avec toutes nos équipes sales. Chaque semaine, je vous ai mis des slides, des réunions qu'on fait chaque semaine avec les équipes commerciales. Vous voyez que c'est des KPI qu'on mesure pour chaque commercial et on va regarder où est-ce qu'ils en sont, eux, dans leur pipeline au global. J'ai mis une citation qui me fait marrer. Je suis convaincu que la pire chose légale à faire avec un téléphone est d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui proposer quelque chose dont il ne veut pas. Okay, ça fait le lien entre tout le travail qu'on va faire en inbound, en éducation, et donc la partie qu'on a tendance à caler du côté marketing, et le moment où les sales interviennent. D'accord ? Si vous avez fait un bon boulot en inbound, en éducation, le moment où le sales va appeler tel annonceur, l'annonceur il est déjà au courant de cette problématique. Il a peut-être déjà ce problème en tête, et du coup il sera beaucoup plus enclin à répondre à votre email, à votre demande LinkedIn ou à décrocher son téléphone, parce qu'il sait pourquoi vous l'appelez. D'accord ? Donc, imaginez que chaque annonceur que vous appelez, il a déjà entendu parler de vous, il était justement à la recherche d'une agence spécialisée sur ce que vous faites. Ce serait pas mal. La logique de structurer tout ce funnel, le but c'est d'atteindre ce niveau-là. OK ? Et du coup, on a inventé un peu ce statut de CCMD. C'était plus cool en anglais, mais j'ai voulu le traduire. Donc, conseiller de confiance en médias digital. L'idée, c'est qu'on ne soit pas des vendeurs, mais des conseillers. Et aujourd'hui, on parle d'agence conseil. On parle de moins en moins d'agences médias parce que les annonceurs, ce qu'ils veulent, c'est du conseil. Ce n'est pas juste une agence qui va faire l'intermédiaire entre eux et une régie. D'accord ? Et du coup, le processus de vente, il est inversé. On va poser beaucoup plus de questions. C'est nous qui allons en fait enlever au fur et à mesure des annonceurs qui nous intéressent via notre questioning. On se rend compte qu'on va garder que les annonceurs pour lesquels on a vraiment une valeur ajoutée et avec lesquels on va pouvoir avoir une relation sur le long terme. On va en pitcher un petit peu moins. Et sur ceux qu'on va pitcher, on va se rendre compte qu'il y en a, ils ne sont pas faits pour notre typologie d'agence. Et on va closer uniquement ceux qui nous intéressent. D'accord ? Donc, c'est la logique inverse. Généralement, on se rend compte que les sales, ils font assez peu de questioning, ils font un peu plus de pitch et ils veulent tout closer. C'est l'inverse. D'accord ? C'est vraiment l'inverse. Et ça, il faut vraiment l'inculquer à nos sales. On ne peut pas tout closer et un sales qui va closer tous ses annonceurs, généralement, il va avoir des problèmes avec les traffic managers derrière parce que ça veut dire que c'est des annonceurs qui ne sont pas si intéressants que ça. Ou alors, il n'a pas été ultra franc dans son pitch. OK ? Encore une fois, on reste sur le process client. Donc, quelques tips. En fait, il y a plusieurs types du coup, conseillers en marketing digital. J'aime bien les diagrammes. Hein.
on va avoir en ordonnée la profondeur de la problématique business. Est-ce que j'ai une problématique business qui est très simple ou très compliquée, et la profondeur de la relation personnelle. Okay, le conseiller il peut se mettre à ces différents niveaux. D'accord, basé sur la solution, je ne suis pas un conseiller qui va apporter grand-chose à mon annonceur. C'est typiquement le genre d'agence ou de sales, hein, peu importe, dont l'annonceur va dire il gère mes campagnes AdWords. Je ne l'ai pas marqué, autrement dit, je pourrais passer d'une agence à une autre, ça ne changerait pas grand-chose. Je suis basé uniquement sur la solution. Ensuite, basé sur la relation, ok, j'ai rencontré telle personne, Jean-Michel de l'agence XY. Effectivement, il a compris mes enjeux. Il a compris que c'était assez compliqué dans mon entreprise parce que le cycle de décision est long. Mon CEO, il a 60 ans, il joue au golf avec le directeur de RMC, du coup il veut acheter tout son média là-bas. Ok, j'ai une relation avec lui, il comprend mes enjeux, il va m'aider à bosser en interne pour faire un peu plus de digital. Et basé sur la confiance, je vais écouter tout ce qu'il me dit. D'accord ? À nous, sales, de nous positionner entre la deuxième et la troisième brique, d'accord, les plus hautes. Mais éviter d'être sur la brique tout en bas, parce qu'en bas, on est interchangeable. Et donc, il y a pas mal de choses qui nous permettent d'atteindre ces différents niveaux. Avoir un processus de vente qui soit répétable, scalable, comme on aime bien dire. Il faut apprendre à créer sa crédibilité. Sa crédibilité elle va se passer durant le rendez-vous commercial, mais aussi en amont, avec la crédibilité de mon agence, le contenu que j'ai écrit, les choses que moi, en tant que sales, j'ai partagées sur LinkedIn. Tout ça, ça crée de la crédibilité. Ensuite, évidemment, identifier et continuer à parler avec les annonceurs qu'on a closés. Je parle en connaissance de cause parce qu'on a beaucoup de sales chez nous qui c'est un peu moins le cas, mais qui se contentaient de closer un deal et rappeler jamais l'annonceur derrière. C'est pas comme ça qu'on noue une relation de confiance. Donc toujours savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Et au final, je veux m'attarder là-dessus, augmenter la rétention et la satisfaction client. AdWords et de manière générale l'achat média, c'est une activité qui est rentable pour une agence parce que ça fidélise un annonceur. D'accord, on va moins marger que lorsqu'on vend un site sur le coup, mais l'idée c'est qu'on va garder un annonceur sur la longueur, en particulier avec du search. Et du coup, ça va me permettre du coup, tous les mois d'avoir du chiffre d'affaires qui va rentrer. Mais si il a été closé n'importe comment et qu'au bout de 3 mois, il veut partir, s'il veut partir, je ne peux pas faire grand-chose pour le garder, j'aurais perdu mon temps, j'ai perdu le temps de mon sales et j'ai perdu de l'argent parce que mes traffic managers ont bossé sur une campagne qui au final n'aura pas duré assez longtemps pour être rentable. Donc, on insiste beaucoup auprès de nos équipes sales sur ne closez pas tout ce qui passe, closez ce qui devient intéressant pour vous. Donc, c'est aussi à nous, en tant que conseillers, d'aller identifier les annonceurs qui sont intéressants pour nous et de closer ceux qui sont vraiment intéressants pour nous. Donc ça, c'est une slide qu'on met dans les premiers trucs, le premier jour de formation commerciale. Donc, à vous de voir les tips qui vous intéressent. Donc, pour prospecter, il faut le faire tous les jours. Il faut avoir confiance en ce qu'on vend. Moi, je suis persuadé qu'AdWords, c'est la meilleure solution de publicité au monde. Vos sales devraient l'être aussi, ou en tout cas savoir pour quel type d'annonceur est-ce que ça fonctionne bien et pour quel type d'annonceur est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire de l'AdWords, parce qu'il y en a aussi. La première fois qu'on va rentrer en contact avec quelqu'un, c'est vendre une rencontre et pas un produit. En fait, avant de vendre un produit ou une solution, il faut d'abord expliquer quel intérêt nous, en tant que personne, on va apporter à l'annonceur. D'où toute la partie qu'on a vue ce matin sur le personal branding, tout ce que je vais faire sur LinkedIn, etc. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir rencontrer des annonceurs. Se concentrer sur le client, on l'a vu, avoir une messagerie vocale prête, c'est un peu basique. Mesurer, je parle beaucoup, s'amuser, le faire avec enthousiasme, ça c'est un peu la base. Partie très théorique, normalement c'est la seule. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc les trucs à retenir. Je résume un peu. Je me centre sur le processus de décision du client, pas sur mon processus commercial. Ça, c'est ultra important. Et du coup, je vois, comme quand je vais vendre des campagnes médias à un annonceur, je vois à quelles étapes est-ce que je peux répondre aux différentes interrogations de l'annonceur. 2, être data-oriented, ce qui va me permettre de mesurer toutes les étapes
auxquels je suis plus ou moins efficace et de voir où est-ce que je peux alimenter un peu plus ma pipeline.